Derrière les musées, archives, bibliothèques, champs de fouilles, monuments historiques, nous vous emmenons dans les coulisses du métier comme vous l'avez probablement rarement entendu. Bienvenue dans le podcast Art à Cœur, un podcast créé par les professionnels qui sauvegardent la culture. Chaque épisode donne la parole à un ou une conservatrice restauratrice qui nous partage sa vision du métier. Cette saison, je serai accompagnée de professionnels qui travaillent spécifiquement pour les collections publiques. On prend la place. Je m'appelle Siggy, ma spécialité c'est le support papier et je tiens une chaîne YouTube sur l'histoire de l'art et du patrimoine. Mais dans le podcast Art à Cœur, je lâche le micro dans les réserves. Sur ce, bonne écoute. Dans cet épisode, je suis accompagnée par Gwenola Furic, spécialiste de la conservation-restauration de photographie en région Bretagne. Bonjour Gwenola. Bonjour. Écoute, je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui. Déjà parce que tu es la spécialiste photographie pour cette saison. Tu as une spécialité qui est peu représentée par les médias et qui présente pourtant des problématiques très contemporaines, très actuelles. Et je crois ne pas prendre trop de risques en disant que ça va être une découverte pour pas mal de personnes. Pour ça, ça me semblait essentiel de documenter ton retour d'expérience. Je te laisse donc nous expliquer à quoi ça ressemble d'exercer ce métier. Donc moi, en fait, je travaille essentiellement pour les musées, les archives, éventuellement les bibliothèques, les collections publiques surtout. Une partie qui est vraiment de l'intervention sur les œuvres ou les documents. C'est quand même beaucoup des documents. Donc, qui sont des interventions de restauration, de nettoyage, consolidation, montage, etc. Donc, voilà, le travail plutôt d'atelier. Et je dirais à parts égales en temps, le conseil et l'accompagnement des institutions. Donc, je travaille dans tout le Grand Ouest, Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, un petit peu au-delà. Et du coup, je travaille beaucoup avec des personnes qui ne connaissent pas forcément très très bien les spécificités de ce médium. En général, on commence souvent par un accompagnement, par voir l'ensemble de la collection et faire un peu un état des lieux. Donc ça, c'est le gros de mon travail. Après, de façon un peu parallèle, je donne aussi des formations et j'interviens un petit peu dans un cursus à l'université de Rennes pour des personnes qui se destinent à la régie ou à la conservation. Qu'est-ce qui t'occupe le plus finalement parmi ces trois points ? Est-ce que c'est venu progressivement ? Ça a commencé assez vite par du conseil. Le choix de m'installer en Bretagne à un moment où il y avait personne avant moi a fait que la première année, je crois que j'ai surtout fait du conseil. Ce qui était bien parce que j'essaye d'habituer les collections à travailler de cette façon-là. À regarder l'ensemble, parce que c'est comme des collections qui peuvent être nombreuses, surtout dans les archives, et à pouvoir travailler à partir d'un bilan, et non pas à partir d'un objet tiré de l'ensemble. Après, je m'adapte évidemment, je réponds quand même à la demande aussi. Toi, tu travailles dans l'institution directement ? Les deux. Alors évidemment, pour l'accompagnement, il faut être dans l'institution. Bon, après, on peut suivre un peu à distance. Et pour le travail plutôt de restauration, ça dépend. Ça dépend de la demande, ça dépend du type d'objet. Moi, j'ai tendance à préférer travailler dans mon atelier parce que j'ai toutes mes affaires, des horaires extensibles, etc. Mais certaines fois, c'était imposé de travailler sur place, parce que les personnes ne voulaient pas que ça sorte, ce que je peux comprendre. Et d'autres fois, c'est des questions de poids, de format. Quand je travaille sur des œuvres contemporaines, c'est souvent très grand, donc pas forcément très transportable. Ou quand il y a des valeurs d'assurance très importantes, c'est vraiment assez bien réparti. Là, c'est l'œuvre qui contraint et oui. Pas forcément une personne morale. C'est ça. Donc tu travailles sur la photographie. Ça peut paraître à la fois pas très connu, mais en même temps très large. Est-ce que tu peux un petit peu nous dire qu'est-ce que c'est finalement la photographie ? Parce que bon,
On prend tous des photos avec notre téléphone, C'est ça. mais on connaît pas bien les collections C'est ça. anciennes. C'est très vaste, effectivement, c'est assez mal connu. Donc, la photographie, ça va de la première image produite dans le monde par Nicéphore Niepce à Chalon-sur-Saône en 1826, que j'ai vue, mais sur laquelle je n'ai pas travaillé, et qui est conservée aux États-Unis, d'ailleurs. Mais de façon plus sérieuse, en fait, l'annonce officielle de la photographie et les débuts de la photographie, c'est 1839, et c'est le daguerréotype, donc des photographies sur métal, qui sont assez rares dans les collections, en tout cas en région. Et puis après, il y a une foultitude d'autres procédés qui vont suivre, les premiers négatifs sur papier, puis sur verre, puis sur support synthétique. Tout un panel de papiers aussi qui ont existé des débuts à nos jours. Avec donc il y a les supports, puis il y a aussi les liants de l'image qui peuvent être assez différents, de la gélatine, de l'albumine, etc. Et les matériaux d'image aussi, des pigments, des sels d'argent, des colorants. Donc au final, c'est très très vaste comme type d'objet. On se doute pas quand on voit la vieille photo ancienne comme ça, on n'imagine pas forcément tout le procédé derrière. Est-ce que tu pourrais le décrire aux néophytes, comme si c'était pour quelqu'un, peut-être un enfant même? Ouais. Alors là encore, de façon générale, la photographie, c'est d'abord un support, la plupart du temps un liant qui contient les grains d'image en fait, et c'est la plupart du temps un procédé photosensible, donc sensible à la lumière, qui va être exposé généralement dans un appareil photographique, une chambre photographique pour les plus anciens, des appareils photographiques plus récemment. Donc la plupart du temps, c'est un négatif en fait, c'est-à-dire c'est une matrice qui va prendre la lumière et qui va servir pour le tirage. Voilà. Mais je dis la plupart du temps, parce qu'il y a plein d'exceptions, puisqu'il y a des photographies uniques sans négatif, comme le daguerréotype par exemple, ou le Polaroid plus récemment, ou la photographie numérique aussi. Là, c'est un fichier numérique, qui est quand même une matrice aussi. Quand je dis la plupart du temps, il y a un liant, il y a des procédés sans liant, où l'image et les grains d'image sont directement sur le papier, par exemple. Et quand je dis la plupart du temps des matériaux photosensibles, c'est qu'il y a aussi d'autres procédés qui se combinent un petit peu différemment. Et on englobe souvent aussi des procédés qui sont entre les arts graphiques et la photographie, qui sont les procédés photomécaniques, le plus connu étant la carte postale, par exemple, sous toutes ses coutures. Voilà un petit peu ce que c'est qu'une photographie. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse au niveau de la conservation, restauration, c'est pas tant l'image, même si évidemment on s'y intéresse, que le support, que vraiment le matériau. Et ce que j'ai pas précisé aussi, c'est qu'autour de ce matériau, il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir des cartons de montage, il peut y avoir des cadres qui font partie, ou pas, de l'œuvre originale. Donc il peut y avoir des tas d'éléments, en fait, qu'on peut être amené aussi, qu'il faut considérer, et sur lesquels il faut prendre des décisions également. Donc c'est ça qui va surtout conditionner la restauration, probablement c'est les supports, tout ce qui entoure la photographie, plutôt que la photo elle-même. C'est ça. En fait, l'image, elle est évidemment importante parce que c'est ce qui va intéresser, c'est ce qu'on veut transmettre. Voilà. Mais nous, dans notre profession, évidemment, c'est plutôt la transmission du support. On va dire que les conservateurs vont être plus à travailler sur l'image, ce que ça représente, etc. Nous, plus sur le support, le contenant, etc. Les deux étant évidemment complètement liés, puisque parfois on va comprendre une image aussi avec des éléments matériels. Et c'est ce que moi je trouve vraiment très intéressant, notamment parce que je travaille aussi avec des gens qui connaissent peu cette histoire de la photographie. Du coup, sans être historienne, je peux aussi apporter des éléments qui vont permettre de comprendre pourquoi telle photographie se trouve dans un cadre, pourquoi elle est grande, pourquoi elle est petite, pourquoi même une image qui est pas très belle, ça arrive en photographie, il y a des images qui sont pas très intéressantes comme ça, mais parfois l'objet en lui-même peut être très intéressant. Donc il y a vraiment cet aller-retour entre la technique, entre l'état dans lequel elle se trouve aussi, puisque c'est des matériaux qui ont souvent été délaissés, pas très considérés au niveau patrimonial. Donc il y a vraiment plein d'angles d'approche de ces objets. On va y venir dans un instant, justement, j'aimerais beaucoup que tu choisisses un angle et que tu le détailles.
Je reviens juste sur le terme grain d'image. Il y a un côté très abstrait, très poétique dans ce terme qui, pour moi, vient se confronter donc à cette matière support. Est-ce que tu peux expliquer finalement ce que tu entends par grain d'image dans le liant? Oui. Alors les grains, en fait, dans le liant, ça va être soit des sels d'argent, qui sont des petits grains, on va dire, et soit soit des pigments, donc soit des colorants. Et donc c'est ce qui va constituer l'image, en fait. Donc c'est matériel, un peu comme des pixels. Alors après, ça se présente sous des tas de formes différentes. Alors évidemment, ça c'est des choses pour voir le grain, faut regarder au microscope, à la loupe ou au microscope, voire au microscope électronique. Et en fait, ce grain d'argent, par exemple, quand c'est des procédés argentiques, il est différent selon les types de procédés. En fait, les procédés les plus anciens, c'est des particules métalliques d'argent extrêmement fines, vraiment très très fines. Il faut vraiment les voir au microscope électronique, qui peuvent donner des images très fines, même au tout début de la photographie. Il faut évidemment que l'appareil de prise de vue ait aussi une bonne optique, mais on peut avoir des choses très précises. Et ce qui est assez fascinant, d'ailleurs, c'est que dans les premières photographies, les premiers négatifs, ou même les daguerreotypes, on peut souvent agrandir, quand on agrandit l'image, avec une loupe ou à la numérisation, on va vraiment assez loin, on peut aller assez loin parfois dans le détail. C'est assez fascinant parce qu'à l'époque, c'était pas fait pour être agrandi, enfin, on ne pouvait pas les agrandir, donc il n'y avait pas vraiment de raison que ça soit aussi net. Et aujourd'hui, on peut en extraire des éléments qui n'étaient pas visibles à l'époque. Alors, la contrepartie de ce grain d'image, c'est qu'il est très fragile. Parce qu'il est tout petit, donc il est facilement attaquable, l'argent étant un matériau très très oxydable. Et quand on va avancer dans le temps, on va être sur des particules d'image plus grossières. Quand on regarde au microscope électronique sur les photos plutôt du XXe siècle, on voit quelque chose qui ressemble un peu à un mouton de poussière, une espèce d'amas, donc qui est moins net, mais qui est beaucoup plus solide. On a très souvent, dans le domaine de la photographie, un équilibre un peu instable entre la finesse et entre la fragilité ou la solidité, en fait, de cette image. Voilà, les particules argentiques faisant la grande fragilité de la photographie. Il y a un paradoxe à l'époque entre cette fragilité et en même temps on a envie d'avoir un grain le plus fin possible, j'imagine. C'est ça. Très vite on grossit le grain pour avoir plus de solidité, justement, pas spécialement. Pas seulement, il y a eu des concours assez tôt dans la photographie pour arriver à des images plus solides, plus pérennes, qui ont amené d'ailleurs vers l'utilisation d'autres choses que l'argent, comme des pigments. Donc il y a tout un pan de la photographie qui s'appelle la photographie pigmentaire, qui donne des très très beaux résultats, très fins. Après, la mise en œuvre est assez complexe, donc ça n'a pas été une voie qui a été pérennisée, en tout cas pas pour la photographie grand public, etc. Puisque sur ces entrefaites, on va dire fin 19e siècle, il y a les industries photographiques qui commencent avec la volonté de vendre et de diffuser au plus grand nombre. Quand on va vers de la production de masse, on va rarement vers de la très grande qualité. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas agrandir du coup ces photos à l'époque ? On peut en théorie, pour agrandir une photographie, un négatif, en fait, il faut un agrandisseur. Et a priori, il faut de l'électricité. Donc déjà, ça limite au 19e siècle. Il a existé des agrandisseurs solaires qui ont parfois été utilisés, mais apparemment, ça devait être très complexe. Donc c'est relativement anecdotique. En revanche, ce qui se passait, c'est comme on pouvait pas beaucoup agrandir, on faisait des très grands négatifs. Et donc, on a des négatifs sur verre au 19e siècle qui peuvent être très grands. On peut avoir des négatifs qui font 50 par 60 cm, voire dans des cas exceptionnels plus grands. Donc du coup, on fait un négatif à la taille de l'image qu'on souhaite obtenir. Et le négatif, c'est essentiellement sur verre ou sur d'autres matériaux ? Alors les premiers négatifs, c'est sur support papier, c'est ce qu'on appelle des calotypes. C'est assez rare, moi j'en ai vu quelques-uns. Je sais qu'il y a une base de données en fait des musées de France au niveau des calotypes. On en a recensé à peu près 4000 en France. Alors ça veut pas dire qu'il y en a plus évidemment, mais ça veut dire que c'est quand même assez peu. Il y en a sans doute eu plus, mais il y a beaucoup de choses qui ont disparu, c'est très fragile. Ça donne pas une image comme c'est sur papier. Il pouvait être ciré ou huilé pour que ça soit un peu plus transparent, mais ça donne pas une image d'une si grande netteté. Et donc assez vite, il y a eu une recherche de matériaux plus transparents, d'où le verre. Et le défi, c'était de trouver quelque chose, un liant justement, qui permette d'accrocher l'image sur le verre. Donc on a trouvé l'albumine, et puis le collodion, qui est vraiment le grand type de négatif au 19e siècle. Le problème du collodion, ça donne des très très belles images. Le problème, c'est que on appelle ça le collodion humide,
parce qu'il faut le préparer juste avant la prise de vue et le développer juste après. C'est quand même complexe, ce qui n'a pas empêché des fous un peu des photographes qui partaient à l'autre bout du monde et qui faisaient des photos dans les déserts, sur les montagnes, avec tout leur matériel incroyable, ouais. Lourd, les produits chimiques. Sur le dos, des produits tout à fait. Et faire ça voilà. Cuisine, en fait. Voilà. Donc en fait, ils avaient des porteurs, des assistants. Enfin, on peut pas faire ça tout seul. Et donc le procédé sur verre, à partir du début de l'industrie photographique, la gélatine est arrivée. Les procédés sur verre, ça a quand même duré assez longtemps. On en trouve jusque dans les années 30, voire 40, voire un peu au-delà notamment pour des applications scientifiques. Et vers la fin du 19e siècle, c'est l'arrivée du plastique, du celluloïd en premier lieu, et puis qui s'appelle aussi le nitrate de cellulose, et puis d'autres plastiques parce que c'est très pratique. Ça a permis de faire des films en bobine, et puis on arrive dans la période où on va pouvoir agrandir, donc le négatif devient de plus en plus petit, avec une grosse problématique de la stabilité du plastique. Et les premiers supports de négatifs, notamment le nitrate de cellulose, sont des plastiques qui ne se conservent pas du tout, et qui même sont relativement dangereux, qui sont inflammables, etc. Bobines de cinéma. C'est ça. C'est ça, c'est le même problème avec les photographies. Donc toi, tu es capable aujourd'hui de restaurer, par exemple, tout ce panel que tu nous as cité? Alors oui, sauf que les fonds négatifs étant souvent assez volumineux, on a différentes stratégies, ça va évidemment dépendre des moyens de l'institution et puis de la quantité. Les photographies sur verre se restaurent plus facilement. Les photographies sur support plastique, c'est plutôt de la conservation préventive, c'est plutôt de trouver des stratégies. Parfois c'est aussi des stratégies d'élimination parce que certains négatifs sont trop abîmés pour qu'on les conserve. Et puis c'est de trouver comment on va pouvoir les conserver. Généralement c'est des fonds qui sont numérisés, mais on essaye quand même de garder les originaux quand c'est possible. Si c'est pertinent, hein. C'est des sujets moi qui me heurtent pas de dire que parfois on n'a pas le choix. Et il y a des stratégies de conservation au froid et même actuellement, je l'ai appris récemment, de matériaux de conditionnement qui peuvent tamponner en fait les dégradations. Donc là, c'est vraiment de l'accompagnement pour trouver la solution la plus appropriée aussi à l'institution, à leur choix, voilà. C'est ce qui explique que très tôt tu te sois orienté plutôt dans le conseil finalement que... Enfin, j'ai l'impression de ce que tu décris plutôt que la restauration en direct. Oui, c'est nécessaire. Alors moi je me rends pas compte par rapport à mes consoeurs et confrères la quantité. Certains se sont dirigés vraiment que vers le conseil, voilà, sans plus faire de restauration. Moi je fais les deux d'abord parce que j'aime bien faire les deux. Je trouve que c'est équilibrant de passer de l'un à l'autre, et puis je pense qu'en étant sur le terrain, on a aussi des choses qui nous viennent pour la théorie, etc. Mais pour les fonds négatifs, de toute façon, c'est surtout ça. C'est surtout c'est des masses. Moi, j'ai fait un chantier, par exemple, au musée de Bretagne sur tous leurs fonds en nitrate de cellulose. C'était quand même plus de 100 000 négatifs. Donc évidemment, on peut pas faire de la restauration, mais traiter un ensemble avec une vue d'ensemble. On se rapproche plus en cela des archives. Mais c'est vrai que ce que tu décris, c'est une approche qu'on retrouve pas forcément dans l'image qu'on connaît de la restauration, où peinture, sculpture, textile, etc., on va quand même beaucoup plus intervenir sur l'objet. Oui. Est-ce que justement tu veux choisir un de ces angles dont tu parlais, un de ces angles d'approche justement de conseil aux clients? C'est des choses que j'ai commencé relativement tôt. Alors j'ai eu une chance. J'ai eu plein de chance. Enfin, il y a plein. Évidemment, la vie professionnelle, on sait jamais ce qui va devenir. La première année, je crois que j'ai commencé, j'ai eu notamment une demande de conseil pour les archives départementales d'Ille-et-Vilaine qui devaient déménager. Et au départ, leur demande n'était pas de faire une étude, c'était de les conseiller pour, dans leur nouveau bâtiment, savoir s'ils avaient besoin d'une pièce froide ou pas. Et alors là-dessus, évidemment, quand on est jeune dans le métier, on sait pas toujours comment bien répondre, etc. Mais j'ai quand même eu la présence d'esprit de leur dire, qu'est-ce que vous conservez? Parce que moi, je peux vous conseiller, mais je ne sais pas ce que vous conservez. Et en fait, ils savaient pas très bien ce qu'ils conservaient.
Ils avaient pas vraiment de notion globale en fait. Et je leur ai proposé de faire un travail d'étude de leur fonds. Alors la chance, c'est qu'ils habitaient juste à côté de l'endroit où je vivais à l'époque à Rennes, donc c'était très pratique, parce qu'il y a cette notion aussi que parfois, conseiller, il faut d'abord aller voir, revenir, etc. En fait, cette étude-là, elle m'a appris beaucoup de choses. J'y ai passé beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu, ça c'est clair, mais c'est pas grave, ça fait partie un peu des choses... Voilà, au début. J'ai pu non seulement avoir un aperçu global des fonds, j'y allais vraiment avec un guide des archives, un autre papier, enfin un autre guide qui disait vaguement où étaient les documents. Personne savait très bien où c'était. Donc déjà, j'ai pris conscience de ça. C'est presque le photographe de montagne déjà avec toute son équipe. Un peu. Sauf que là, j'étais toute seule, mais j'ai vraiment arpenté les magasins pendant plusieurs semaines. Donc ça a été une très très bonne expérience pour me rendre compte comment étaient constituées les archives. Pour me rendre compte que quand les personnes me disaient les archives photographiques sont là, en fait, ils parlaient des négatifs. Mais j'ai pu apprendre et voir que dans plein d'autres fonds, il y avait des photographies. J'ai pu comprendre dans lesquels il y avait des photographies. Comprendre aussi comment parler de ce travail-là aux différents responsables. Dans les archives, c'est des conservateurs de certains types de fonds. Donc j'ai pu voir aussi qu'au départ, j'étais là, personne s'intéressait plus que ça à ce que je faisais, hormis évidemment les responsables des fonds iconographiques. Et puis j'ai eu une chance, c'est que j'ai trouvé une pépite en fait dans les archives. J'ai vraiment failli passer à côté, et je suis sans doute passée à côté de fonds parce que c'est tellement énorme. À un moment donné, dans un fonds privé, donc c'est les séries qui s'appellent les séries J, en fait, c'est les fonds privés qui peuvent être très disparates. C'était un fonds d'une grande famille rennaise, et donc c'était indiqué qu'il y avait des photos. J'ai vu qu'il y avait des photos. Et je me souviens à l'époque que j'étais un petit peu déçue. Bon, il y a des photos de famille, je me suis dit, tiens, je m'attendais pas à ça. Je sais pas pourquoi, hein. Aujourd'hui, je pourrais pas l'expliquer. Donc j'ai quand même cherché un peu plus loin, et à un moment donné, j'ai vu un portfolio qui était debout, donc une espèce de carton à dessin très ancien, qui dépassait. Comme je suis curieuse, j'ai tiré dessus, et là, j'ai trouvé des tirages sur papier salé, qui est le premier type de procédé photographique sur papier, donc vraiment des choses très anciennes. Et il s'est avéré qu'à cette époque, c'était les photographies les plus anciennes des archives. Et qu'il y en avait quand même une soixantaine. Pas une ou deux, mais une soixantaine. Un petit trésor, avec des signatures, sans doute de la même personne, et sur certains tirages, une signature d'un nom, donc c'était la famille de l'Orgeril, qui est une famille des environs de Rennes, et il y avait ce nom-là qui était sur une photographie, donc attribué à un membre de la famille. Des vues de Bretagne, pas que, aussi des vues de Paris d'ailleurs. Et ce qui a été intéressant, c'est que là, tout d'un coup, tous les conservateurs venaient me voir en disant « Est-ce que vous pouvez me montrer ?» etc. Donc voilà, j'ai aussi observé, au-delà du fond, j'ai observé aussi le fonctionnement des archives, des personnes dans les archives, de voir ce qui les intéressait, ce à côté de quoi ils passaient totalement. J'ai pu voir comment c'était conditionné. Il y avait des choses dans des boîtes à biscuits parce que c'était pas encore traité. Il y avait des choses dans des boîtes de conservation, toutes sortes de choses. Il y avait par exemple des photographies aériennes qui ont servi à faire des cartes où on me disait bon, il y en a peut-être quelques centaines et c'était enroulé sur elles-mêmes, donc de très grands formats, très abîmés. Et j'aurais estimé qu'il y en avait peut-être 4000 et pas quelques centaines. En même temps, c'était pas dans la priorité des traitements et c'est un énorme travail. Ce qui fait que ce fonds-là est toujours pas traité aujourd'hui et le sera peut-être pas, d'ailleurs. Dans mon souvenir, c'est peut-être les années 30-40. Et donc des photographies d'1 mètre par 1 mètre, enroulées, très abîmées parce que transportées, etc. J'ai pu voir qu'il y avait des fonds qui sont là, donc qui resteront peut-être là, mais qui manifestement seront jamais traités. Comme justement des négatifs de vues aériennes en couleur des années 80 qui ont été donnés par une société qui faisait des photographies aériennes, mais il n'y a pas les plans de vol. Et c'est des vues assez proches des maisons, donc comment savoir ce que c'est? Donc ça, c'est de se dire c'est dans une boîte, ça restera dans une boîte. C'est pas grave. C'était aussi de comprendre ça, de se dire on va pas tout traiter. Bon, donc il y a eu toute cette période-là et tout le rapport que j'ai fait. Et ce rapport, en fait, nous sert toujours. C'est ça qui est très intéressant. C'est des archives avec qui je travaille depuis ce temps-là. Pas forcément beaucoup chaque année, mais régulièrement. On utilise toujours le rapport que j'ai fait, ce qui est pas si courant. Hein. Il y a des rapports des fois qui s'oublient, on sait plus qu'on les a faits, etc. Donc j'ai eu cette chance, en fait, de faire une espèce de travail modèle et d'apprendre beaucoup de choses dessus. Et de voir aussi, de devoir discuter beaucoup en disant ça, il me semble que c'est des priorités de restauration au niveau matériel, mais peut-être que pour vous le sujet n'est pas important. De pouvoir aussi apporter ma connaissance sur l'histoire des photos, comme sur ces fameux papiers salés, puisque vous savez pas très bien ce que c'était, de dire ils sont pas très abîmés, mais je pense que c'est quand même un peu des incunables en photographie. Donc
de croiser aussi ces regards-là, de ce qui est important, ce qui est moins important. Donc ça a été vraiment un travail qui a été très très important. Alors j'ai évolué sur ma façon de faire aujourd'hui, mais c'est quand même un peu fondateur. Et ça a entraîné des travaux de restauration. C'est bien de préciser justement aussi qu'un objet ancien n'est pas forcément celui qui va être visiblement le plus abîmé. Oui. Et c'est une façon très forte d'entrer en matière, je trouve, de commencer par un fond en se disant bon en fait là on ne pourra pas tout restaurer, c'est pas possible. Oui. On a un petit peu cette idée quand on sort de formation de maintenant c'est parti, je restaure le plus possible et on prend souvent conscience très tard que en fait il faut faire le moins possible. Tout à fait. Si on veut se sauver le plus. Oui. Alors en photographie on est quand même assez minimaliste aussi. Ça alors c'est une formation qui est relativement récente, donc je pense qu'elle a la chance d'avoir beaucoup regardé ce que faisaient les autres, et c'est sûr que le côté archive et masse fait que on est obligé d'aller vers le minimalisme. Dans certains cas on va aller plus loin, on va travailler sur des objets, sur des œuvres. Je travaille quand même beaucoup sur des archives, donc c'est sur des documents plus que des œuvres. Donc la transmission aussi n'est pas forcément dans l'aspect esthétique, ce qui va être plus le cas pour une œuvre. Et le support et même les dégradations du support dans les archives sont importantes parce qu'elles vont témoigner de l'histoire matérielle des objets, et dans certains cas elles ont un sens. Parfois c'est aussi à moi ou parfois c'est aussi les personnels des archives notamment qui disent là on va garder tel type d'altération parce qu'elle est significative, et donc on va simplement stabiliser. Vous pouvez me donner un exemple d'une altération qu'on souhaite laisser visible? Tout à fait. Dans ce fonds d'archives d'Ille-et-Vilaine, par exemple, il y avait des portraits, des portraits de présidents, des choses un peu classiques dans les archives, puisqu'ils sont conservés au moins un exemplaire. Et il y en avait un en particulier qui avait été plié en marquant bien les plis, et il est arrivé comme ça, et c'était un portrait de Pétain. Aujourd'hui, il s'appelle Octavio Pedaluerdo et il organise des combats de catch dans toute l'Amérique du Sud. Habile. Oui, sauf qu'il a décidé de faire chanter la France. Il s'agit de l'en empêcher? Non, il s'agit de payer. Bah, voilà autre chose. Il a en sa possession les microfilms d'une liste de Français qui ont collaboré avec l'Allemagne nazie. Je comprends que cette voix qu'un microfilm. Elle doit être bien courte, sa liste. Détrompez-vous, Hubert. Tout le monde n'a pas votre loyauté. Enfin, Armand, le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante? En effet, il l'a dit. Il l'a dit. On en a discuté, et bon, les déchirures étaient pas, il y avait pas de déchirure, justement, les plis n'étaient pas déchirés, les plis étaient marqués. Alors des plis marqués sur une photo ou sur un papier épais, c'est pas, de toute façon c'est généralement pas tellement possible de les effacer complètement, on peut les atténuer éventuellement. Mais là, il y avait pas de sujet d'un état qui était en train de se dégrader. Si les plis étaient en train de se déchirer, on les aurait consolidés, mais par contre, on a gardé, on n'a pas du tout tenté d'atténuer, parce que ça nous semblait quand même possiblement significatif. Les autres portraits de président avaient dû être rangés dans un placard une fois qu'il n'était plus président, mais celui-là avait vraiment été plié. Un président qui était quand même tombé pas mal en disgrâce. Du coup, je dirais, même si c'était pas forcément l'intention, on n'en sait rien, c'était intéressant de le montrer comme ça. Parfois, ça peut être des cas de photographies qui ont voyagé. Il y avait eu une exposition au musée de Bretagne, je crois que c'était en 2012, autour des migrations. Et du coup, les photographies qui étaient présentées, certaines ont voyagé. C'était les Bretons qui étaient partis à l'étranger, les étrangers qui étaient arrivés en Bretagne. Et donc, c'est un peu la photo du portefeuille qui est abîmée, pliée, rescotchée, etc. Et là, il y a eu des traitements de consolidation, mais on s'arrêtait là. C'était très très minimaliste. Dans ce cas-là, si il reste un changement minimaliste en photo, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce qu'on fait concrètement, sans tutoriel? Eh ben, ça peut être justement de chercher beaucoup plus à atténuer les dégradations physiques. En photographie, c'est surtout les dégradations physiques qu'on va traiter. Tout ce qui va être pâlissement des images, etc., pas vraiment traitable, en tout cas pas de façon réversible. Moi, je dirais que ce qui est le plus poussé et ce qui est généralement pas forcément nécessaire pour la conservation, mais qui peut être demandé pour des œuvres, c'est la retouche. Des zones d'image lacunaires, par exemple, soit parce qu'il y a eu, par exemple, le liant, la gélatine, par exemple, qui est un peu hydrolysé, c'est-à-dire qui s'est abîmé dans le temps, avec l'humidité, par exemple. Donc, où il y a des petites écailles qui sont parties, une partie qui est déchirée. Parfois, on va reconstituer une partie, un papier, voilà. Quand je dis retouche, quand c'est des petits points, on va travailler de façon à ce que l'image soit visible sans que ça soit gênant.
contrairement peut-être à la peinture, même si je connais moins ce domaine-là, on reconstitue pas une image en fait. Quand on retouche, c'est de la mise au ton. C'est de faire en sorte que l'œil soit pas attiré en premier par la dégradation, mais plutôt par ce qu'elle représente. Ça va être d'essayer de retrouver la tonalité dans la zone manquante, la tonalité la plus proche. Alors c'est pas forcément un monochrome, hein, ça peut être un dégradé parce que parfois sur la zone manquante il peut y avoir plusieurs densités. Donc ça va être alors bon ma palette est souvent très grise ou marron, hein, ou ocre, voilà. Donc je pense avoir acquis une certaine compétence dans ces couleurs-là, moins dans les autres. Oh c'est la pratique. Ça m'est arrivé moins souvent, mais ça m'est arrivé de devoir retoucher des photographies en couleur. Je suis moins à l'aise parce que c'est des couleurs que je maîtrise moins, donc j'ai plus de temps pour trouver la bonne couleur. Donc en fait, c'est l'intervention quand c'est directement sur la photographie, on a une petite couche une sorte de gel en fait, une couche intermédiaire qui permet de pas mettre généralement c'est de l'aquarelle qu'on utilise, de pas la mettre directement sur le support pour qu'il y ait une certaine réversibilité, pour pas que l'aquarelle rentre dans le papier. Donc tu poses un gel en fait dans la zone de la cuve. Tout à fait. Ouais. Un gel de cellulose qui sont des gels qu'on utilise aussi pour les cols en fait, mais qui va être très dilué, qui est un gel transparent, qui a pas d'interaction en fait avec les matériaux photographiques. On en a plusieurs parce que certains sont plus ou moins brillants, plus ou moins mat, etc. Et puis parfois on fait aussi quand il manque un morceau d'un papier, on va chercher un papier d'un grammage à peu près identique, proche, en surfaçage, le teinter. Donc là on peut utiliser de la peinture acrylique, des choses qui sont moins réversibles puisque c'est le papier qu'on va amener qui est teinté. On peut le surfacer avec un vernis ici, parce qu'on a parfois des photos très brillantes, donc on essaye quand même de le surfacer. Voilà. L'idée c'est vraiment ça, on reconstitue pas l'image, mais on apporte une zone qui est discrète. Tu parlais justement de cet affadissement, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment intriguer les personnes qui nous écoutent. C'est une question qui revient, je pense, pour les familles, on peut faire réapparaître dans l'image. Alors justement, les photographies 19e siècle, je disais qu'elles étaient très fragiles avec un grain d'argent très oxydable. Alors 19e, début 20e, hein. Et on le voit souvent dans des albums de famille un peu anciens du tournant du 19e, 20e. Certaines photographies sont très très bien conservées et certaines sont très pâles. En général, celles qui sont très bien conservées sont plutôt dans des tonalités grises et les autres sont plus dans des tonalités ocre, marron, sépia, etc. Et en fait, c'est dû au type de grain d'argent. Donc, comme je dis, il y a un grain d'argent très fin, puis un grain d'argent plus épais. Malheureusement, c'est le temps qui fait ça. Alors, parfois, il y a aussi des photographies qui ont été exposées à la lumière, où le papier peut aussi avoir jauni, etc. C'est vrai que nous, on peut pas intervenir. Alors, théoriquement, on pourrait. Théoriquement, on peut tremper les photographies, si l'État le permet, si elles sont pas montées sur un carton. Enfin, donc il y a déjà beaucoup de si. Théoriquement, on pourrait les tremper dans des bains chimiques qui permettent de réintensifier l'image. Ça, moi, je l'ai fait en cours, on a testé sur des photographies non patrimoniales, évidemment. La problématique quand on fait ça, c'est que d'une part, il peut se passer plein de choses imprévues, c'est-à-dire des taches qui étaient à l'état latent et qui apparaissent. Donc des fois, on a une grosse tache, voilà. Donc ça, c'est pas terrible. Et d'autre part, c'est des interventions qui ne sont pas réversibles, c'est-à-dire que si le résultat ne nous plaît pas, il y a une tache, ou la tonalité n'est pas du tout la tonalité qui était la tonalité de départ, en fait, on peut plus rien faire derrière, on peut pas revenir en arrière. Et dans la restauration, on a toujours cette notion au maximum de réversibilité de ce qu'on entreprend. Donc, ce qui se passe en photographie sur ces photos-là, je dis pas que personne le fait, voilà. Moi, je me sens pas très à l'aise avec ça. En plus, j'ai pas franchement de grande expérience de ça. Ce que je propose plutôt aux gens dans ce cas-là, c'est de se dire, on va essayer de conserver au mieux l'image. Donc là, se dire si elle était accrochée au mur en face de la fenêtre, on va peut-être pas la laisser comme ça. Peut-être que c'est le moment de la ranger aussi, peut-être un peu au noir ou dans des matériaux de conservation, et de faire un duplicata, puisque en fait les photographies qui ont pâli, donc c'est ces grains d'argent qui se sont oxydés, mais quand on fait une numérisation et un travail de retouche numérique, l'image est là quand même, c'est un peu une image fantôme. Et en fait, quelqu'un qui maîtrise bien les logiciels de retouche peut faire réapparaître pas mal d'images. Ça peut être assez impressionnant. Donc, je conseille plutôt aux gens, dans ces cas-là, de faire une copie avec un tirage numérique, s'ils veulent un tirage. Pourquoi pas faire un montage en passe-partout, ou même réutiliser le cadre, etc., de façon à ce qu'ils puissent
profiter de cette image-là et de se dire vous conservez par contre vraiment précieusement l'original et puis le fichier numérique, voilà. Donc ça c'est pas moi qui le fais parce que je peux numériser un peu comme ça mais c'est pas mon travail et du coup je les adresse plutôt à un photographe. Et souvent, surtout quand il s'agit de particuliers, les gens sont plus contents d'avoir l'image de leur ancêtre, par exemple, visible que moi, de rendre une photographie. Ça m'est arrivé, je sais bien que les gens sont déçus, donc je les préviens tout de suite, en disant je vais peut-être pas pouvoir faire grand-chose, éventuellement je répare une déchirure pour que l'original perdure, mais on va pas faire plus que ça. C'est toujours très compliqué, justement, avec le particulier, de entendre que, oui, ça peut avoir un certain coût, la restauration. Pas toujours, c'est bien aussi de le dire, je pense. On peut parfois croire qu'en fait c'est inabordable, il faut tenter, il faut demander. On peut avoir ce retour un petit peu déçu parfois, voilà. J'ai payé et puis on voit rien du tout. C'est ça. Mais c'est mieux. Et cette photo glissée dans une pochette, donc avec le conseil du matériau, etc., dans un tiroir, est-ce qu'elle va continuer à s'affadir ? Possiblement. Alors ça dépend des procédés. Certains procédés, on sait que la dégradation va continuer même dans le noir. A priori, c'est le cas plutôt des photographies en couleur, par exemple. Et dans d'autres cas, on va quand même limiter les choses. Disons qu'on essaye d'enlever effectivement les causes de la dégradation, donc effectivement la lumière. Et puis le contact avec les matériaux, comme par exemple des cartons. Parfois, les photographies peuvent être on dit tiens je vais les mettre dans un carton à dessin, ça les protège physiquement, mais un carton à dessin ordinaire c'est du carton gris qui est de mauvaise qualité et qui va potentiellement dégrader la photographie. Donc on essaye de bien l'entourer de matériaux un peu plus stables. Est-ce que la photographie en tant que processus chimique, alors après tout est un peu processus chimique dans tous les cas, mais processus chimique instantané, est encore plus sensible à la chimie des matériaux de conditionnement? Oui, à cause de l'argent précisément, et à cause des colorants pour la photographie couleur. Donc ça fait quand même un beau panel. Les photographies pigmentaires, par exemple, sont moins sensibles. Ça va être plus comme des œuvres graphiques classiques, imprimées, par exemple, qui sont sensibles. Le papier lui-même est sensible, évidemment, aux matériaux alentours, mais beaucoup moins, en fait, par rapport à cet argent. C'est comme l'argenterie, En fait, tout ce qui est argent, c'est un métal qui est très très fragile. Une image, ça, je pense, ça, c'est très parlant. C'est ça. Ouais. C'est le même processus, mais sur des tout petits grains. Tu as partiellement, je pense, répondu à cette question, mais qui est pour toi un bon ou un mauvais conservateur restaurateur? Disons que je pense que déjà, il faut savoir prendre le temps de la réflexion. Ça, c'est vraiment des choses que on n'a pas toujours au début, on a une demande, on a envie de répondre vite, etc. Donc prendre le temps. Moi j'ai eu des cas où il a fallu plusieurs mois avant que je trouve la solution. Parfois aussi parce que je suis face à un interlocuteur qui ne sait pas. Bon, ça a été le cas une fois pour une photographie contemporaine où c'était très complexe. Que en fait j'ai dit on va prendre le temps. C'était même pas de faire des tests, c'était de se dire comment est-ce que je vais prendre ça, quel côté. Et quand j'ai des œuvres ou des documents qui arrivent à l'atelier, parfois j'ai besoin de tourner autour, de faire autre chose. Je me dis tiens, je vais faire ma comptabilité. Puis voilà. Et en fait, il y a un moment souvent où ça y est, je suis prête à le faire. Donc je pense qu'on a vraiment besoin. Alors, on n'a pas toujours le temps, mais quand on l'a, c'est vraiment pas mal. Donc ça, savoir le faire ou l'imposer, ou en tout cas, je pense qu'il faut savoir communiquer. C'est un métier qui est vu souvent comme un métier solitaire. Pour moi, il faut vraiment communiquer, s'adapter aux clients, à l'institution, prendre le temps de comprendre comment il fonctionne. J'ai encore l'histoire de temps, toujours, pour pouvoir répondre vraiment à la demande, ou pouvoir dire, ça m'arrive aussi, est-ce qu'on peut reconsidérer votre demande? Parce que moi, je le verrais d'une autre façon. Bon, faut être assez diplomate là-dessus. L'adaptabilité, pour moi, c'est vraiment le mot-clé. La curiosité, la polyvalence. On est toujours dans la recherche de solutions, on n'est pas dans la créativité de production, on n'est pas des artistes, mais la créativité de se dire, on est comme très très souvent sur des cas uniques. Donc on peut se baser sur l'expérience, mais il faut quand même aussi toujours se dire, il y a peut-être une meilleure solution que d'appliquer celle que j'ai utilisée la dernière fois. Que voilà, quand je dis les positifs, on voit les points négatifs aussi. Ça c'est un trait que je trouve beaucoup chez les conservateurs restaurateurs, et je peux m'inclure dedans, c'est qu'on est quand même souvent très méfiants les uns par rapport aux autres, du fait qu'on est en concurrence. On est beaucoup en indépendant. Je m'inclus dedans aussi, évidemment. Mais en même temps, on a besoin de communiquer entre nous aussi, de se voir aussi comme des collègues. Et alors c'est peut-être plus facile pour moi, étant donné que je suis en région avec
peu de concurrence en fait dans la région par rapport à des collègues qui sont en région parisienne. Eh bien dans ma région, j'ai été longtemps toute seule ou avec des personnes qui sont venues mais qui sont pas restées. Et là actuellement on est 2 avec une jeune restauratrice qui est arrivée il y a peu de temps. Sur le territoire national, c'est difficile à suivre. On est peut-être 30 ou 40. Une spécialité qui grandit, mais qui est pas immense. Je pense que c'est compliqué. C'est des questions compliquées parce que à la fois, parfois, on a des demandes où il faudrait qu'on soit plus nombreux. Et sur le long terme, je constate quand même, et je l'ai vu, des gens qui arrêtent parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Alors après, moi, je connais pas non plus très bien les raisons. Chacun a une façon différente de faire, et c'est pas du tout une critique. Certaines personnes ont du mal avec la question de l'entreprise. Et c'est vrai que moi, je me démène beaucoup, en fait, pour me faire connaître, pour être assez au taquet quand il y a des choses qui se passent, rencontrer les gens, être curieuse aussi, d'aller voir des expositions, de contacter les gens pour aussi tout à fait leur dire qu'on a apprécié. C'est du temps à prendre qu'on prend difficilement souvent parce qu'on est très très pris par notre travail, mais je me rends compte que c'est très important. Moi, je me situe un élément dans un écosystème en fait, avec des historiens de la photographie, avec des responsables de collection, avec des chercheurs et j'en oublie, et des photographes aussi. Ouais, faut pas les oublier. Peut-être que ça tient aussi à mon parcours, puisque au départ, moi, j'avais pas du tout envisagé de faire ce métier, puisque je pensais être photographe. Dans notre domaine, on n'est que quelques-unes, je crois qu'on est des femmes, à avoir eu un parcours de photographe et d'études de photographie avant de travailler dans ce domaine-là. Ça change peut-être les choses, je ne sais pas. Mais moi, je sais que c'est un grand atout d'avoir eu un parcours en école de photographie, et en plus de l'avoir eu avant l'arrivée du numérique. Parce que j'ai fait l'école de la photographie d'Arles avant de faire l'Institut National du Patrimoine, et en fait, j'en suis sortie en 97, mais on avait un directeur qui allait partir en retraite, qui était pas lui-même très visionnaire il était très bien sur plein d'autres plans, mais sur le numérique, ce qui fait que j'ai pas touché un ordinateur pendant ma formation. Donc c'est sûr que j'ai entre les mains quand même 3 ans de formation, de labo, de tirage, de prise de vue, qui est très très utile pour comprendre et expliquer ces objets. Ils ont peut-être justement aussi formé sur cette question du temps et de la communication, parce que quand on est là avec la matière, on a besoin de conseils, j'imagine, on a besoin de collaborer. Ouais. Il se trouve qu'en fait, du coup, j'ai beaucoup d'amis photographes, donc aller voir aussi ce qu'ils font, écouter. Alors moi j'aime bien discuter avec les photographes les plus anciens aussi, de comprendre tout un parcours, de comprendre ce que c'est qu'une archive d'un photographe. Ça m'a permis aussi de comprendre que le patrimoine photographique, c'est pas que des photographies. On a aussi des boîtes, des pochettes, des notes, des tas de choses en fait, des archives, des articles de presse, etc. qui sont hyper utiles. Parfois quand on cherche des éléments pour comprendre pourquoi diable il ou elle a tiré cette photo comme ça. En plus les photographes sont pas mal friands de comprendre parce qu'ils ont pas forcément une grande notion en histoire de la photographie. On aime bien échanger là-dessus. Et quant aux historiens de la photographie, ils font un travail qui est hyper utile pour nous. Et moi, j'aime bien aussi discuter avec eux parce que justement, on a une approche par le biais matériel qu'ils n'ont pas forcément, et c'est très complémentaire. Qu'est-ce qui t'a amené dans cette profession? Tu nous as expliqué que tu avais fait l'école de photographie d'art. L'Institut National du Patrimoine. Oui, et une école de beaux-arts avant. Mais ça a été un parcours, c'est assez drôle. Parce que j'étais au lycée, j'étais très intéressée déjà beaucoup par les bibliothèques notamment. Les archives, je connaissais moins les archives. Les bibliothèques, c'est quelque chose qui est plus familier quand on est plus jeune. Et j'avais envisagé de faire une prépa de lettres pour éventuellement être archiviste. Et en fait, il s'est trouvé que j'ai quand même aussi toujours eu une pratique du dessin, j'ai fait un peu de sculpture. Et la ville où je vivais à l'époque, à Saint-Nazaire, avait une école d'art plastique municipale super. Et donc j'ai suivi des cours, donc c'était pas au lycée, c'était en dehors, j'ai suivi des cours depuis la 3e. Et j'adorais ça. Et l'année où j'étais en terminale, j'ai eu un prof qui était super et qui, à un moment donné, m'a dit « Mais tu présenterais pas le concours des Beaux-Arts ?» Et c'est comme s'il m'avait donné la permission de le faire. Parce que je l'avais même pas envisagé. Je mettais ça sur un piédestal. La prépa, bon, ok, d'accord. Mais les Beaux-Arts... Et j'avais pas trop de modèles dans la famille, c'était un peu nouveau et je pensais pas en être capable. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, bon, tiens, si je préparais le concours. J'ai passé le concours et j'ai été prise.
Et j'ai eu des parents très compréhensifs qui m'ont permis d'aller là, ce qui était peut-être moins rassurant que d'aller en prépa. Et en fait, j'ai vraiment découvert un monde qui me convenait, qui m'a vraiment épanouie, que j'ai trouvé super. Et donc là, j'étais encore sur l'idée d'art, quoi. J'ai commencé à faire beaucoup de photos à ce moment-là, et j'ai fait 3 ans de Beaux-Arts à Nantes, et j'ai entendu parler de cette école de photographie, qui me paraissait super. J'étais de plus en plus passionnée par la photo, et donc j'ai été reçue au concours de l'école d'Arles, qui est une école absolument géniale. Enfin, en tout cas, telle que je l'ai vécue, elle est différente maintenant. Voilà, 3 ans dans un univers uniquement photographique, et j'ai découvert l'histoire de la photographie. J'ai passé beaucoup de temps en bibliothèque, j'ai découvert les procédés anciens, et j'ai découvert qu'il existait un métier de restaurateur de photographie. Donc, tiens, c'est quand même... Voilà, alors je le voyais pas comme ça à l'époque, et j'ai pas enchaîné tout de suite vers ça, parce que j'avais déjà 6 ans d'études derrière, je suis partie sur le marché du travail. C'était très difficile, et puis j'étais quand même assez jeune, je me voyais pas enseigner, et ça a été quand même assez galère la première année, ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai repensé à cette formation, me disant est-ce que je ferais pas ça. Donc voilà, je me suis remise à préparer le concours, et puis en fait j'ai été admise à l'INP. Voilà, donc ça a été une suite d'enchaînements, et c'est vraiment un peu à ce moment-là que je me suis dit, mais au final je regroupe tout ce qui m'intéresse, c'est-à-dire je laisse un peu tomber le côté d'être artiste, mais je conjugue en fait notamment la photographie qui m'intéresse beaucoup, l'archive, et même les bibliothèques, puisqu'il m'arrive des fois les bibliothèques ont parfois des fonds photographiques, et du coup je me retrouve dans un univers qui conjugue tout ça, et au final c'était très cohérent. Est-ce que c'est ton premier souvenir photographique? Je crois que c'est très 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 vite. Alors est-ce que je m'en souviens ou est-ce qu'on me l'a raconté? En fait, je passais quand j'étais petite, mais vraiment petite, à 2 ans, enfin avant de savoir 2 ans, 3 ans de savoir lire, il paraît que je passais beaucoup de temps à regarder des livres, mais aussi les albums photos de famille. Et il paraît que j'étais très soigneuse, donc en fait on me laissait faire. Et je crois que c'est sans doute mon premier rapport à la photographie. J'adore les albums de famille. Je trouve que c'est des histoires sans parole. Fabuleuses, il y a des choses extrêmement touchantes. J'ai pas eu beaucoup l'occasion d'en restaurer parce que c'est souvent dans les familles. Il y en a quelques-uns dans les musées quand même. Mais c'est des objets que j'adore, et c'est sans doute dans mes premiers souvenirs. Je me suis rendu compte après coup, évidemment pas à 3-4 ans, que j'observais plein de choses, et j'ai compris des liens familiaux, des choses qui sont ressorties bien après, en me disant mais je comprends mieux telle attitude, etc. Développement du regard analytique. Ouais, c'est ça. Alors j'ai une famille très nombreuse, donc c'est vrai que ça aide d'avoir un support. En discutant avec mes sœurs, je me rends compte que j'ai une mémoire visuelle qui est très très forte, très présente, et j'ai des images qui me sont gravées dans la tête, de photographies ou de livres d'enfants, etc. Ouais, je pense que c'est sans doute ça. Après, ça a été la première fois où j'ai tenu un appareil photo. Vers l'âge de 14-15 ans, j'ai commencé à vouloir faire de la photographie, et mon père m'a confié son appareil. Et c'était un Minolta, un appareil classique de prise de vue, voilà. Et j'ai fait un petit peu, d'ailleurs, à ce moment-là, je m'étais inscrite dans un photoclub pour, ça existait encore à l'époque. Ouais. Bah oui, parce que j'ai vite compris qu'il fallait que je développe les films, si je voulais. Ça me convenait pas tellement de les confier aux photographes et de récupérer les photos, mais j'adorais ça. Je trouvais que c'était je sais pas pourquoi. J'ai pas de l'explication. C'est un matériau et une pratique que je trouve même magnétique. Magnétique, c'est un vocabulaire qui est lié aussi aux métaux, hein. Exactement. Donc psychanalytiquement, je ne sais pas. C'est vraiment un plaisir aussi d'aller dans une institution et qu'on me dise tiens, est-ce que vous pouvez regarder ça, et de découvrir, peu importe que ça soit prestigieux ou pas. Je travaille pas si souvent sur des choses prestigieuses, ça m'arrive, mais c'est vraiment pas ça. J'ai un attachement à certains objets. Je trouve ça, c'est des traces qui sont très émouvantes. Parfois il y a des collusions comme ça. Il m'est arrivé de travailler sur un fond. Alors je crois que c'était des positifs sur verre, des vues stéréoscopiques qui sont faites pour être vues en relief. C'est la 3D qui existe depuis longtemps, et c'était des scènes de la guerre 14-18, et je me rappelle, c'était les Éparges, donc c'est un lieu d'une bataille en 14-18. Je suis pas très très connaisseuse en histoire, mais je travaille dessus. Alors j'écoute beaucoup la radio quand je travaille, et
Bon, c'était au moment du centenaire de 14-18 et il y a eu une émission sur les éparges et sur cette bataille. Et c'était fabuleux, quoi, de se dire, mais je suis en train de travailler sur cette matière. J'ai envie de te proposer de répondre alors je te donne quand même le choix des deux questions, parce que je le fais avec tout le monde. C'est, soit tu dois convaincre le gouvernement qu'en fait la conservation-restauration du patrimoine, c'est la priorité numéro 1. Mm-hmm. Soit tu dois expliquer à Mr Bean qu'il n'est pas trop fait pour cette profession a priori. Alors je choisirais peut-être plutôt la seconde, parce que je suis, évidemment pour moi c'est une priorité, mais je suis quand même persuadée qu'il y a d'autres priorités. C'est important, mais je mets en priorité les gens, en fait, le soutien aux personnes en difficulté, le soutien à l'environnement, etc. Même si ça peut être lié et que c'est pas à négliger, mais je pourrais jamais convaincre, et je voudrais pas convaincre, c'est la priorité numéro 1. En revanche, effectivement, expliquer à quelqu'un, on va dire qu'il ne s'y connaît pas, Mr Bean étant vraiment le cas extrême, et j'ai vu les épisodes de Mr Bean où il fait de la restauration. C'est vrai que c'est assez terrible. Voilà. D'autant que c'est tout à fait réel, parce que ça m'arrive des fois des personnes qui vont me contacter en disant quand même j'ai pas les sous pour faire, est-ce que vous pouvez me dire comment faire? Ou même dans un musée, ça m'est arrivé des fois de dire c'est juste est-ce que je vais le faire, c'est juste une toute petite déchirure, un truc comme ça. Et alors j'essaye toujours d'être très diplomate, mais d'expliquer effectivement, de se dire effectivement parfois c'est juste une toute petite déchirure. Et je pourrais vous dire en fait, mais d'une part vous n'aurez pas le matériel. On le recolle pas avec de la colle en tube. C'est les produits, on les prépare nous-mêmes. À la limite, je pourrais vous le fournir. Il faut aussi les spatules. Donc il y a quand même ces choses-là pour le faire bien. Donc il y a ça. Il y a évidemment le tour de main qui ne se fait pas. Voilà. Ce dont j'aurais peur aussi, c'est que la personne se sente autorisée, se dire aujourd'hui c'est une petite déchirure comme ça, et peut-être que si je suis là et que je peux vous montrer, je veux bien le faire. La seule chose, la prochaine fois, ça sera peut-être une déchirure plus grande, ou sur un autre type de support, et en fait, ça sera pas le même adhésif, ça sera pas la même façon de faire, ça sera pas la même problématique. Et le risque, c'est que vous vous sentiez un petit peu légitime parce que vous l'avez fait une fois. Il y a le fait aussi que beaucoup d'actes qu'on fait, il y avait ces questions de réversibilité. On a une déontologie qui nous tient toujours en fait. La réversibilité, le fait de travailler aussi sur avec des matériaux et des procédés qui vont être permanents. L'idée c'est vraiment la transmission dans le temps. Et puis la question aussi de qu'est-ce qu'on fait quand on intervient, la question de l'authenticité, de se dire là est-ce que je suis pas en train de modifier quelque chose. Donc on parlait tout à l'heure de l'intensification par exemple des photographies. Voilà, et c'est de se dire, en fait, c'est un petit peu l'idée, oui, ça peut prendre 5 minutes, oui, ça peut paraître très simple, mais pour savoir ce que je vais faire dessus, moi j'ai, à l'époque c'était 4 ans d'études et puis 20 ans d'expérience, et c'est ce qui me permet aussi de le faire comme ça. Donc ce que je fais plutôt, c'est d'accompagner, par exemple, j'ai fait des formations dans des musées sur les montages. Très souvent, même à travers ça, les gens se rendent compte, parce que je leur dis, je vous fais une formation, je me rends compte aussi que les gens sont pas forcément habiles de leurs mains, il y a quand même cette expérience-là. Et puis, quand je fais des formations comme ça, je leur dis, là maintenant, il va falloir pratiquer, faire un passe-partout. Moi, je le fais sans réfléchir, presque en écoutant une émission de radio, en discutant. Vous, si vous le faites que dans 5 mois ou 6 mois, vous allez faire le bisou dans le mauvais côté, vous allez abîmer du carton. Et encore là, on touche pas trop les œuvres, à part mettre des petites charnières, etc. Donc, mais rien que ça, c'est complexe. Alors, quand ils le pratiquent, vous imaginez sur une œuvre, c'est beaucoup de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne maîtrise pas. C'est arrivé aussi que des gens me disent, mais oui, mais la photo, au final, moi je l'ai mise dans l'eau, il s'est rien passé. Je dis, tant mieux, vous avez eu de la chance. Voilà, parce que dans certains cas, vous l'avez mise dans l'eau, mais moi je mets très peu les photographies dans l'eau. Ça peut arriver, mais alors faut vraiment que ça le justifie, parce qu'il y a d'autres moyens moins brutaux. Et puis dans certains cas, ça va dissoudre le liant par exemple, donc c'est pas du tout indiqué. Le problème peut arriver aussi beaucoup plus tard. Souvent c'est invisible. C'est ça. Et souvent cette satisfaction d'avoir fait. Je pense aussi que c'est assez difficile de se réfréner, qu'on le fait tous d'ailleurs à un moment ou à un autre, de vouloir s'inventer praticien de quelque chose. Parfois c'est complètement innocent, ou cuisinier, voilà. Si c'est raté, c'est raté. Ça n'a pas trop d'incidence, voilà.
Mais c'est ça, c'est comme pour tous les métiers. Après, c'est l'histoire aussi. Je me rappelle plus comment s'appelle cette théorie. C'est une histoire de courbe de le niveau de compétence et le niveau d'assurance par rapport à ce qu'on fait. Et on se rend compte que plus on va en compétence et en expérience, plus on va être prudent et plus on se rend compte qu'il y a énormément de choses qu'on ne sait pas. Moi, ça doit faire 20 ans que je travaille. Il y a énormément de choses. Je suis souvent devant des choses nouvelles à chaque fois. Plus ou moins, évidemment. Je vais être plus assurée qu'au début. Mais toujours, toujours, je me trouve face à des choses nouvelles et sur lesquelles il va falloir que je réfléchisse à la meilleure façon de faire, de aussi savoir s'il n'y a pas des techniques en fait qui sont arrivées entre-temps, parce que nous on se base beaucoup sur les techniques qu'on a eues pendant notre formation. Moi je trouve que côtoyer des confrères, des consoeurs, et pas que dans ma discipline, c'est super important parce que je découvre d'autres matériaux que je vais pouvoir utiliser, d'autres techniques. Et puis, quand c'est possible, il y en a pas beaucoup, mais des formations continues aussi. En Bretagne, on a un petit groupe de travail ou de regroupement, et ça s'appelle Propéo, Professionnels du patrimoine écrit de l'Ouest. Donc la photographie est un peu à part, j'ai demandé à ce que je puisse être incluse, parce qu'on a quand même des affinités. Et justement, on s'est dit, ça serait intéressant qu'on se fasse des petites sessions de travail en commun où chacun va apporter des compétences, des matériaux, et c'est super intéressant. C'est de l'auto-formation entre pairs, en fait. Oui, ouais. Vous disiez tout à l'heure, je trouve ça très important de le préciser aussi, ce temps qu'on prend, qui peut être parfois mal compris par certains clients qui sont pressés, parce que tout va tellement vite. Et tout ce temps, en fait, on le passe typiquement à faire ce genre de choses. Tout à fait. Et on s'en doute pas du tout que ça fait vraiment partie du métier. Et c'est ce qui explique aussi les coûts, parce que c'est une réalité. Je conçois très bien les gens qui viennent me voir, il y a quelques particuliers, je les cherche pas plus que ça parce que c'est ponctuel et qu'il y a beaucoup de travail, de discussion aussi. S'ils viennent me voir, je réponds évidemment. Mais c'est ça, c'est souvent de pas se rendre compte de tout ce travail et de se dire c'est quand même très cher pour ce que c'est. En plus en photographie, c'est souvent en même temps, c'est pas quelque chose qui a tant de valeur que ça. Quand c'est de la peinture, les gens vont se dire tout de suite ça a de la valeur, ce qui n'est pas toujours le cas. Un dessin peut-être un peu plus. Alors la photographie, quand c'est le portrait de la grand-mère, ça n'a pas vraiment de valeur marchande. Voilà, donc j'explique bien. Moi, la valeur de mon travail est la même que je travaille sur des œuvres prestigieuses ou sur la grand-mère. Qu'on peut toujours discuter, que je vais leur expliquer ce que je peux faire et pourquoi ça coûte, et que s'ils ont pas les moyens ou l'envie de mettre de l'argent là-dedans, qu'ils me le disent, ça me vexe pas du tout, et je les incite plutôt à faire une copie numérique justement pour pas abîmer si l'original est abîmé. Certains comprennent, certains comprennent pas. Après certains n'ont ou n'ont pas les moyens. Je pense réellement, en fait, sur une semaine, il y a que la moitié du temps, on va dire, il y a peut-être que 2 jours et demi où je suis vraiment sur le travail qui va être rémunéré. Donc l'autre temps, qui va être la formation, la recherche, le temps de réponse aux gens, le temps de rédaction des devis, des allers voir, et puis tout l'administratif, la comptabilité, ça, c'est beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'il faut le répercuter sur le tarif qu'on fait, parce qu'autrement c'est pas viable. C'est un peu comme si je travaillais qu'à mi-temps. Ça arrive dans certains contrats ou certaines situations où ce temps-là finalement ne sera jamais répercuté. Ouais. Parce que sinon le devis atteindrait que personne. Tout à fait. Et c'est pour ça que moi, alors j'essaye de toujours le répercuter en essayant, mais ça c'est aussi l'assurance que j'ai au bout d'un moment. Où je me dis tant pis, à la limite, si je perds un marché, si finalement il n'était pas intéressant. J'adore mon boulot, mais il faut quand même que j'en vive. Hein. Moi, je ne vis pas de photographie et d'eau fraîche. Donc c'est une entreprise, donc elle doit être rentable un minimum. Même si au final c'est pas en étant conservateur restaurateur qu'on va devenir riche et célèbre. Ça m'est arrivé de pouvoir dire ça ne vous convient pas parce que vous n'avez pas le budget. Je le conçois. En revanche, voilà ce que ça coûterait si on faisait tout. Et ça m'est arrivé des fois de demander quelle est votre fourchette de budget, parce que c'est plus simple de savoir aussi ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Ok, vous avez 5 000 €. Avec 5 000 €, voilà ce qu'on peut faire. Ça m'arrive souvent de dire plutôt que de se lancer bille en tête, surtout si c'est pas des choses urgentes, est-ce que vous seriez pas d'accord qu'on fasse d'abord un petit bilan qui peut être plus ou moins léger selon les moyens, et ça va nous permettre de voir tout le panel, de planifier et de se dire que ces restaurations, elles vont peut-être avoir lieu, on va prioriser, peut-être que certaines, y a pas grand-chose à faire dessus, et on va les étaler sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Et ça, moi, je l'ai fait des fois sur un travail avec des archives. Pendant 10 ans, je travaillais peut-être 2 semaines par an, parce que c'était des toutes petites archives,
Tout le monde s'y retrouve. En plus, comme on se connaît bien, bah ils hésitent pas à m'appeler pour me demander des conseils, même au moment où je suis pas là. Je suis d'autant plus encline à leur répondre que je travaille avec eux. Parfois, il y a aussi des demandes de conseils un peu abusifs, et alors qu'on travaille pas du tout pour les... C'est vraiment aussi une façon de pouvoir s'entendre et dire, bah écoutez, non, je peux pas faire un mois de travail pour une semaine de rémunération, mais si vous pouvez payer qu'une semaine, on va, qu'est-ce qu'on peut faire en une semaine? Je pense que c'est une question très importante qui est peut-être pas facile justement à présenter aux clients parce que un client, de manière générale, pour toutes les choses de la vie, va être méfiant quand on lui demande quel est votre prix. Parce que oui, bien sûr. avoir cette impression que la personne essaie de gratter le plus possible. Je crois qu'on prend très peu de risques avec une conservatrice-restauratrice qui demande quelle est votre fourchette, au contraire. Oui. On va se retrouver avec la réponse la plus honnête possible. Oui, qui sera vraiment adaptée. Je pense que c'est une question dont il faut pas avoir peur. Non, parce que des fois c'est l'inverse, au contraire. Ça m'est arrivé une fois à l'inverse. C'était pour des archives qui sont semi-privées, semi-publiques. J'ai travaillé pour les archives d'EDF. Et en fait, donc ils ont des archives photographiques assez importantes. Et la personne qui était en charge de ces archives m'appelait pour avoir des conseils. Au départ, simplement pour le transport, les archives devaient déménager. Et elle se disait, il y a des négatifs, hein, j'ai entendu parler du nitrate de cellulose, c'est dangereux, est-ce qu'on peut les transporter, etc. Donc j'ai commencé par dire, déjà ce qui serait bien, c'est que je vienne voir parce que je mesure pas ce que vous avez comme archive. J'ai compris assez vite que elle voulait travailler avec moi, elle avait entendu parler de moi, que comme c'était pas très élevé, elle avait pas besoin de me mettre en concurrence, donc elle m'avait dit, elle me dit, en fait, est-ce que vous pensez que ça sera suffisant? J'ai un budget de 4 000 €. Bon, je lui dis, pour vous donner un conseil sur le déménagement, c'est largement suffisant. Je dis, maintenant, si vous avez 4 000 €, vous voulez pas qu'on fasse plus de choses que ce que vous demandez? Parce que pour 4 000 €, on peut faire une petite étude du fond qui vous permettra de voir l'ensemble, et il y a peut-être des choses inconnues. Ah ouais, ça peut être intéressant de voir ça. Et en plus, j'avais bien compris que comme une partie était privée, en fait, par moment, elle avait un budget. Elle pouvait le dépenser. Mais elle n'est pas sûre de l'avoir l'année d'après, donc j'ai dit, autant en profiter. J'aurais pu dire, oui, ça va coûter 4 000 €, ou 5 000, enfin, je sais plus quel était le chiffre. Et puis, je vais vous faire le conseil, et puis j'aurais un peu abusé. C'est pas mon tempérament. Ça m'intéressait d'aller voir, de l'aider. Et du coup, on a fait une petite vision panoramique, j'ai pu donner des conseils, et il y avait aucun problème pour transporter ces fonds-là. Du coup, elle a eu beaucoup plus que ce qu'elle imaginait. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là. J'ai travaillé une fois pour le Centre d'Histoire du Travail, qui est basé à Nantes. Bon, c'est une association, ils ont peu de moyens. Rien de prévu pour la conservation, alors qu'ils ont des archives intéressantes. Et quand ils m'avaient contacté, j'avais bien vu qu'une journée, même une journée, c'était beaucoup. Moi, si vous voulez, je viens une demi-journée. Et par contre, c'est vous prenez des notes de ce que je dis. Je ne ferai pas de rapport parce qu'il n'y a pas... Je viens, je vois, vous me posez toutes les questions. Et déjà, voilà. Ça peut aussi, parfois, une demi-journée, une journée, amener les gens à réfléchir et à comprendre ce qu'on peut leur apporter. Ce dont ils ont besoin. Voilà. C'est pas toujours. Et avoir aussi les arguments auprès de leur collectivité, etc. Je pense à des toutes petites archives, des petits musées. Ils vont demander à la mairie qui comprend pas très bien le sens de faire une étude. J'apporte... on appelle des éléments de langage aussi, de pouvoir vous défendre le projet. Et ça peut les aider, et parfois ça donne lieu justement à ce que ça soit plus clair. Est-ce qu'il y a quelque chose sur toi qui peut paraître inattendu de la part d'une conservatrice restauratrice? Si, un trait qui peut paraître inattendu, quand les gens me connaissent un petit peu mieux. Alors, je suis quelqu'un qui est très conservatrice, j'accumule beaucoup de choses. Et chez moi, c'est assez le bazar, je dois dire. Voilà, c'est pas forcément très bien rangé. Donc si on voit que ma maison, si on s'en tenait là et qu'on voyait que cet aspect-là, on pourrait se dire, mon Dieu. Alors que si on voit mon atelier, si on voit le travail que je fais, là-dessus, je peux avoir deux personnalités. Voilà. Bon, c'est parce que chez moi, j'ai souvent pas le temps et que j'y apporte pas forcément une importance extrême. Alors que quand je suis évidemment sur des choses qui me sont confiées, là je vais être vraiment très carré, très réglo. Mais j'aime bien la fantaisie qui est chez moi, et pendant longtemps je me disais, quand quelqu'un vient chez moi, mon atelier est juste à côté de la maison. Donc je me disais, si quelqu'un vient apporter des œuvres et par exemple a besoin d'aller aux toilettes, etc. dans ma maison, je me dis ça va. Et aujourd'hui, je n'ai plus du tout ce problème-là, c'est de se dire, mais non, enfin, je veux dire, les personnes peuvent faire la part des choses. En général, elles commencent par voir mon atelier, mon travail, la rigueur que je peux avoir. Donc le reste est pas, voilà. Déjà qu'on peut être plusieurs personnalités. Tout à fait. Et puis parfois aussi que c'est une façon peut-être même de compenser quand
tellement dans la journée. Oui, et puis le côté un peu ça doit être mon côté un peu artiste aussi que j'ai gardé et qui fait que voilà, les deux choses sont scindées. Je continue à faire un peu de photographie par ailleurs, etc. Mais là, c'est plus dans le côté personnel et c'est pas toujours très suivi et pas voilà, c'est pas la même rigueur. Et justement, je pense que j'ai besoin de fantaisie aussi pour équilibrer. Tout est dans l'équilibre en fait. Merci Gwenola. Merci de l'invitation. Pour information, le podcast est à présent disponible sur Spotify, mais vous pouvez toujours nous écouter sur YouTube afin d'interagir dans les commentaires. Si vous appréciez le podcast Art à cœur, n'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon, ça permettra par exemple d'acheter un deuxième micro afin d'avoir une qualité son optimale pour les deux voix. Un grand merci de votre écoute et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode.